L'amour d'une mère mise à l'épreuve. Dans une somptueuse demeure d'un quartier huppé de Lagos, la vie s'écoulait, rythmée par le bonheur simple d'une jeune famille. Adouni, une femme au début de la trentaine, au visage doux et attentionné, des yeux bruns profonds souvent marqués par l'inquiétude, une silhouette élancée et de longs cheveux foncés ondulés habituellement attachés, était l'âme de cette maison. Tandis que son époux, Bayo, un homme à la mi-cinquantaine, au menton volontaire et marqué, des cheveux foncés courts et soigneusement coiffés, et des yeux bleus intenses, en étaient le pilier. Leurs jumeaux, Kofi et Amara, étaient la source de leur plus grande joie. Kofi, le petit garçon, venait de s'endormir paisiblement sur le canapé du salon, sa sœur Amara jouant tranquillement à ses côtés. Adouni, épuisée mais heureuse, s'apprêtait à envoyer Sadé, la femme de ménage, une jeune femme au début de la vingtaine, avec une expression plutôt réservée, des yeux noirs observateurs et des cheveux foncés tressés, au marché avec une longue liste de courses. « Sadé, s'il te plaît, va au marché et achète tout ceci, d'accord? S'il te plaît » dit Adouni d'une voix douce. Sadé, vêtu de son uniforme soigné, acquiesça avec un léger sourire, prenant la liste des mains d'Adouni. Pendant ce temps, Iya Adouni, la mère d'Adouni, une femme élégante de la fin de la cinquantaine, au maintien doux mais ferme, des rides aimables autour de ses yeux bruns expressifs et des cheveux foncés parsemés d'argent, coupés au carré classique, était occupée dans la cuisine, préparant le dîner. Elle sortit la tête de la cuisine, son regard bienveillant se posant sur sa petite fille. « Ma chérie, ne tarde pas trop au marché, s'il te plaît. Je t'attends », lança Iya Adouni à Sadé, un ton maternel dans la voix. La maison était emplie d'une atmosphère de paix et de routine. Adouni, profitant de ce rare moment de calme, décida de monter à l'étage pour récupérer son téléphone laissé en charge. Avant de monter, elle jeta un dernier regard sur Kofi, qui dormait toujours, et sur Amara, absorbée par son jeu. Un instant d'inattention, un moment volé par le quotidien. Quelques minutes plus tard, redescendant les escaliers, Adouni sentit une anxiété sourde monter en elle. La maison, soudain, semblait trop silencieuse. Elle s'approcha du canapé. Kofi n'était plus là. Son cœur se serra. « Maman !» cria-t-elle, la voix tremblante, l'écho de son appel se perdant dans le grand salon. Iya Adouni accourut, essuyant ses mains sur son tablier. « Qu'y a-t-il, ma fille? Pourquoi ce cri ?» Adouni pointa du doigt le canapé vide, son visage trahissant une peur grandissante. « Maman, Kofi n'était là. Je l'ai laissé ici, il dormait. » Iya Adouni regarda le canapé, puis Adouni, les sourcils froncés. « Mais les jumeaux étaient avec Sadé, n'est-ce pas, avant que tu ne l'envoies au marché ?» La panique s'empara d'Adouni, ses mains se portant à sa bouche. « Oui, mais c'était avant. Maman, je ne comprends pas. C'est ici que je l'ai laissé. » Les deux femmes se regardèrent, une même pensée horrible traversant leur esprit. « Kofi a disparu, » murmura Adouni, les larmes commençant à couler. La musique douce de la maison se transforma en silence assourdissant, brisé seulement par les battements affolés du cœur d'Adouni. La panique s'installa, lourde et suffocante. Adouni, une femme au début de la trentaine, au visage doux et attentionné, des yeux bruns profonds, souvent marqués par l'inquiétude, une silhouette élancée et de longs cheveux foncés ondulés habituellement attachés, sentait le sol se dérober sous ses pieds. « Non, mon fils, Kofi !» criait-elle, sa voix se brisant. Iya Adouni, une femme élégante de la fin de la cinquantaine, au maintien doux mais ferme, des rides aimables autour de ses yeux bruns expressifs et des cheveux foncés parsemés d'argent coupés au carré classique, tenta de la calmer, mais l'angoisse était trop forte. Ensemble, elles se mirent à chercher, fouillant chaque recoin de la grande maison, chaque pièce, chaque armoire, le cœur battant à tout rompre. « Kofi, où es-tu, mon petit chaud ?» appelait Adouni, ses appels de plus en plus désespérés. Amara, l'autre jumelle, sentant l'agitation, se mit à pleurer, ajoutant à la cacophonie de la peur. « Je ne comprends pas, maman, je suis tellement confuse. C'est ici que je l'ai laissé, c'est ici !» répétait Adouni, ses phrases entrecoupées de sanglots. Iya Adouni, cherchant à garder la tête froide, lui dit « Ne sois pas confuse, ma chérie. On va le retrouver, calme-toi. Nous allons le chercher partout, d'accord? Mais laisse-moi prendre Amara d'abord, pour qu'elle ne disparaisse pas elle aussi. » La pensée qu'un autre de ses enfants puisse disparaître fut un coup de massue pour Adouni. La douleur était insoutenable. Elle s'agenouilla, les mains jointes, implorant le ciel. « Oh mon Dieu, pas mon fils! Non, Seigneur, ne me fais pas ça! Où est-il » Les minutes s'étiraient, se transformant en une éternité angoissante. Chaque porte ouverte, chaque pièce vide ravivait la terreur. Adouni se sentait impuissante. Le désespoir l'envahissait.
Elle appela Bayo, son mari, un homme à la mi-cinquantaine, au menton volontaire et marqué, des cheveux foncés courts et soigneusement coiffés, et des yeux bleus intenses. La conversation fut brève, hachée par ses sanglots. « Bayo, Kofi a disparu. Je ne le vois plus. » La voix de Bayo au téléphone était d'abord incrédule, puis furieuse. « Qu'est-ce qui lui est arrivé? J'arrive tout de suite !» Le coup de téléphone se termina, laissant Adouni seul avec sa détresse. Le bruit d'une voiture arrivant à toute vitesse dans l'allée annonça l'arrivée de Bayo. Moussa, le gardien, un homme de la quarantaine, de forte corpulence, au visage buriné, aux cheveux gris courts et aux yeux vigilants et légèrement fatigué, sortit précipitamment de sa loge, l'air inquiet. Bayo déboula dans la maison, son visage un masque de fureur et de panique. « Adouni, maman, qu'est-ce qui s'est passé? Où est Kofi ?» Il vit Adouni en larmes, Iya Adouni tenant un mara, et comprit la gravité de la situation. « Mon fils a disparu. Je ne vois pas mon Kofi », répéta Adouni à bout de force. Bayo se tourna vers Iya Adouni, puis vers Adouni. « Mais comment est-ce possible? Il était là quand vous m'avez envoyé faire une course. Quel genre de démon est entré et a pris mon enfant? Quel crime ai-je commis pour mériter cela ?» Adouni tenta d'expliquer, sa voix faible. « Je l'ai laissé ici quand je suis allé chercher mon téléphone à l'étage. Quand je suis revenu, il n'était plus là. » Bayo, incapable de contenir sa frustration, explosa. « C'est une histoire stupide. Qui peut créer à ce genre d'histoire? Vous étiez toutes les trois dans cette maison et vous ne pouvez pas trouver mon enfant ?» Il accusa, ses paroles cinglantes. Adouni, Iya Adouni et même Moussa furent soumis à un interrogatoire tendu. « Personne n'est entré par ce portail après le départ de Sadé. Je suis sûr que personne n'est entré, » affirma Moussa, visiblement secoué. Mais Bayo n'écoutait rien. Sa colère grandissait, alimentée par la peur. Il soupçonnait tout le monde, son regard accusateur tombant sur Adouni, puis sur Moussa. Le mystère de Kofi disparu planait lourdement sur la maison, brisant l'harmonie familiale et laissant place à la suspicion et au désespoir. L'ambiance dans la maison devint insupportable, chargée de l'amertume et de la suspicion de Bayou. Un homme à la mi-cinquantaine, au menton volontaire et marqué, des cheveux foncés courts et soigneusement coiffés, et des yeux bleus intenses. Il refusait de croire à la simple disparition et pointait du doigt Adouni, une femme au début de la trentaine, au visage doux et attentionné, des yeux bruns profonds, souvent marqués par l'inquiétude, une silhouette élancée et de longs cheveux foncés ondulés, habituellement attachés, sa propre épouse, la mère de ses enfants. « Comment as-tu pu être si négligente ? Nous avons attendu des années pour avoir ces enfants, et Dieu nous en a donné 2. Comment as-tu pu laisser Kofi disparaître ?» Ces paroles étaient des coups, blessant Adouni plus profondément que n'importe quel coup physique. Adouni, dévasté, tentait de se défendre, le désespoir dans la voix. « Bayo, je te jure que je ne sais pas. J'ai l'impression qu'un fantôme est entré et l'a emporté. C'est allé si vite. Le gardien a dit que personne n'était entré par ce portail après le départ de Sadeh. Tu as dit que tu avais verrouillé le petit portail. Alors comment, mon fils, a-t-il disparu? Tu dois savoir quelque chose. Dis-moi, à qui as-tu vendu mon fils ?» Moussa, effrayé, nia farouchement. « Seigneur Jésus, c'est impossible, monsieur. Je n'ai pas posé les yeux sur ce bébé. J'étais au poste de sécurité en train de polir mes chaussures avant que Sadeh ne sorte. Personne n'est entré, je vous assure. » Mais Bayo était implacable. Il menaça Moussa, ses paroles devenant de plus en plus sombres. « Tu ferais mieux de parler. C'est toi que je soupçonne. Je n'ai pas de temps à perdre. Quiconque a fait cela ne restera jamais impuni. Cette personne mourra d'une mort misérable et prématurée. » La scène était d'une intensité déchirante. La famille, jadis unie, était maintenant fracturée par la suspicion et le chagrin. Adouni, assise dans le salon, les larmes coulant sans fin, regardait Amara, sa seule enfant restante. Le sentiment d'injustice l'arrangeait. Comment Bayou pouvait-il penser que elle, sa mère, aurait pu faire du mal à son propre enfant? La douleur de la perte était doublée par la trahison de la confiance de son mari. Iya Adouni, incapable de supporter cette injustice, s'interposa, les yeux lançant des éclairs. « Bayo, ne pose plus jamais la main sur ma fille! Elle est ta femme, pas ton esclave. Comment peut-elle porter un enfant pendant 9 mois et décider de le tuer? C'est ma fille, je sais comment je l'ai éduquée. » La confrontation entre Bayo et Iya Adouni fut violente, des paroles amères étant échangées, chacune défendant sa position, aggravant la fracture familiale. Adouni, impuissante dans sa douleur, ne pouvait que pleurer, le cœur brisé par la perte de son fils et l'éclatement de sa famille.
La maison, autrefois un havre de paix, était devenue un champ de bataille émotionnel. Le soleil se couchait, jetant de longues ombres sur le drame qui se jouait, comme si la nuit elle-même s'apprêtait à envelopper le désespoir de cette famille. Les jours qui suivirent la disparition de Kofi furent un supplice pour Adouni. Une femme au début de la trentaine, au visage doux et attentionné, des yeux bruns profonds souvent marqués par l'inquiétude, une silhouette élancée et de longs cheveux foncés ondulés habituellement attachés. Chaque instant était une bataille contre le désespoir, chaque silence une torture. Bayo, un homme à la mi-cinquantaine, au menton volontaire et marqué, des cheveux foncés courts et soigneusement coiffés, et des yeux bleus intenses, était devenu un étranger, distant et accusateur. La joie avait déserté leur foyer, remplacé par une tension palpable. La seule lumière dans cette obscurité était la présence d'Amara, la jumelle restante, un fragile rappel de ce qu'ils avaient perdu et de ce qu'il restait à protéger. Adouni se montrait plus protectrice que jamais envers sa petite fille, ne la quittant pas des yeux. Un après-midi, alors qu'Adouni se préparait à prendre une douche rapide, elle demanda à Sadé, une jeune femme au début de la vingtaine, avec une expression plutôt réservée, des yeux noirs observateurs et des cheveux foncés tressés, sa femme de ménage, de surveiller Amara, qui dormait paisiblement dans la chambre, tout comme Kofi l'avait fait. « Sadé, s'il te plaît, prends soin d'Amara, je ne serai pas longue », dit Adouni, le cœur serré, une anxiété résiduelle toujours présente. Sadé acquiesça, son expression toujours impénétrable. Adouni se précipita sous la douche, tentant de se vider l'esprit, ne serait-ce que pour quelques minutes. Mais le destin, ou plutôt une main maléfique, en avait décidé autrement. À peine sorti de la salle de bain, un frisson glacial parcourut Adouni. La maison était encore une fois trop silencieuse. Elle courut vers la chambre d'Amara, le cœur battant la chamade. Le berceau était vide. Ses yeux bruns profonds s'écarquillèrent d'horreur pure. « Non, pas encore !» Son cri déchirant résonna dans toute la maison. Bayo, alerté par les hurlements, déboula dans la chambre, son visage tiré. « Qu'y a-t-il? Que se passe-t-il encore ?» Adouni à genoux pointa du doigt le berceau vide, incapable de prononcer un mot. « Amara a disparu, notre fille a disparu !» Bayo pâlit, le choc le frappant de plein fouet. Puis la rage, une colère encore plus noire et dévastatrice que la première fois, submergea tout. « Tu n'es pas sérieuse !» Il saisit Adouni par les bras, la secouant violemment. « Où est-elle? Où est ma fille? C'est ici que je l'ai couchée. Tu es une sorcière. As-tu mangé nos jumeaux ?» Les accusations de Bayo étaient insupportables. Chaque mot, une lame. Adouni, déjà brisé par la perte, fut anéanti par la trahison et la violence de son mari. « Bayo, comment peux-tu m'appeler sorcière? Je ne peux pas te mentir, je l'ai laissée ici avant d'aller me doucher. » Mais Bayo était au-delà de toute raison. Il la fratta, le coup résonnant cruellement dans la pièce. Adouni s'écroula, le corps lourd, le monde basculant dans une douleur assourdissante. Moussa, le gardien, accourut alerté par les cris et la violence. Il trouva Adouni gisant au sol, Bayo fou de rage au-dessus d'elle. « Monsieur, ne me demandez rien, aidez-moi à la mettre dans la voiture. » Le chaos s'empara de la maison. Le voyage à l'hôpital fut un flou de douleur pour Adouni. À son réveil, le diagnostic tomba comme un couperet. Des traumatismes multiples, un œil gravement endommagé, et pire encore, une lésion de la moelle épinière la condamnant à un fauteuil roulant. « Je suis désolé, monsieur Bayou. Madame Adouni a reçu un coup sur la colonne vertébrale. Pour l'instant, elle sera confinée à un fauteuil roulant. » Bayo écoutait, le visage livide, la culpabilité et l'horreur le submergeant. Il avait fait ça. Il avait détruit sa femme. À l'hôpital, Iya Adouni arriva, son cœur de mère serré d'angoisse. Elle découvrit sa fille, une femme au début de la trentaine, au visage doux et attentionné, des yeux bruns profonds souvent marqués par l'inquiétude, une silhouette élancée et de longs cheveux foncés ondulés habituellement attachés, le corps brisé, les yeux emplis d'une douleur insondable. « Ma fille, qu'est-ce qu'il t'a fait ?» Iya Adouni fondit en larmes, la fureur montant en elle. Bayou a demandé la guerre, et cette guerre, il l'aura. La perte des deux jumeaux, la brutalité de Bayo, la condition d'Adouni, la famille était déchirée, brisée. Et un sentiment de vengeance commençait à prendre racine dans le cœur de la mère d'Adouni. La maison, autrefois vibrante de vie, était maintenant un mausolée de chagrin et de remords.
Bayo, un homme à la mi-cinquantaine, au menton volontaire et marqué, des cheveux foncés courts et soigneusement coiffés et des yeux bleus intenses, s'était enfermé dans sa douleur, hanté par l'image de ses enfants disparus et par le visage brisé d'Adouni, une femme au début de la trentaine, au visage doux et attentionné, des yeux bruns profonds souvent marqués par l'inquiétude, une silhouette élancée et de longs cheveux foncés ondulés, habituellement attachés, qui l'avaient lui-même blessé. Adouni, confiné à son fauteuil roulant, luttait non seulement contre la douleur physique, mais aussi contre le poids de la culpabilité et le rejet de son mari. Sa mère, Iya Adouni, une femme élégante de la fin de la cinquantaine, au maintien doux mais ferme, des rides aimables autour de ses yeux bruns expressifs et des cheveux foncés parsemés d'argent coupés au carré classique, était son seul soutien, une forteresse inébranlable face à l'adversité. Un détective, l'inspecteur Amadi, un homme d'une quarantaine d'années au trait fatigué mais au regard perçant, fut appelé pour ouvrir l'enquête. « Monsieur Bayo, j'aimerais que ce soit une véritable enquête, que personne ne soit épargné », déclara Bayo les yeux rougis par le manque de sommeil. L'inspecteur Amadi écouta attentivement les récits de chacun. Adouni, décrivant la disparition de Kofi puis d'Amara et son incompréhension face à cet esprit qui semblait frapper, Iya Adouni, défendant avec ferveur l'innocence de sa fille, et Moussa, le gardien, un homme de la quarantaine, de forte corpulence, au visage buriné, aux cheveux gris courts et aux yeux vigilants et légèrement fatigués, jurant que personne n'était entré dans la propriété. L'inspecteur Amadi était perplexe. 2 enfants disparus de la même manière, sans effraction, sans témoin fiable. Il se tourna vers Bayo, son regard s'attardant sur la seule personne non interrogée lors des disparitions, Sadé, la femme de ménage. La femme de ménage était-elle à la maison lors des 2 incidents? Bayo répondit, un frisson le parcourant. En fait, lors du premier incident, elle était au marché. Et lors du second, je l'ai personnellement déposée au marché. L'inspecteur Amadi haussa un sourcil. Il est étrange qu'elle soit toujours au marché chaque fois qu'un crime aussi odieux est commis. Monsieur, n'êtes-vous pas en train d'insinuer qu'elle pourrait être au marché et en même temps commettre un tel crime? Bayo, submergé par ses propres soupçons, s'emporta. Écoutez, s'il y a quelqu'un de suspect dans cette affaire, c'est ma femme. Peut-être qu'elle appartient à une organisation de sorciers ou de vampires. C'est la seule logique que j'ai. L'inspecteur Amadi resta impassible, mais une idée germait dans son esprit. Peu importe celui qui est derrière tout ceci, il frappera certainement à nouveau. Il conclut, « Toute cette histoire est devenue un puzzle, et je veux résoudre ce puzzle une fois pour toutes. » Le lendemain matin, Bayo se réveilla dans le salon, où il avait choisi de dormir depuis le drame, refusant de partager la chambre d'Adouni. Il vit Sadé, une jeune femme au début de la vingtaine, avec une expression plutôt réservée, des yeux noirs observateurs et des cheveux foncés tressés, sa femme de ménage, s'affairait dans la cuisine, préparant le petit déjeuner. Quelque chose dans son attitude, une certaine discrétion forcée, piqua sa curiosité. Il se rappela les mots de l'inspecteur Amadi. Plus tard dans la journée, alors que Sadé lui servait son dîner, un plat de poisson et de riz, Bayo, pris d'une soudaine intuition, l'arrêta. « Sadé, est-ce que ce plat est délicieux ?» Sadé, les yeux baissés, répondit « Oui, monsieur, je l'ai préparé avec soin. »« Goûtez-y d'abord, » ordonna Bayo. Sadé hésita, ses mains tremblantes. « Monsieur, je n'ai pas faim. » Le refus de Sadé, sa nervosité évidente, confirma les doutes de Bayo. Il sortit son téléphone et montra une vidéo qu'il avait enregistrée, Sadé discrètement versant une poudre dans son assiette. Le piège était tendu. « Tu es un loup dans une bergerie, Sadé. Qui t'a payé pour m'empoisonner? Parle !» Sadé effondré, les larmes coulant sur son visage impassible, confessa. « Une dame appelée Tunde. C'est elle qui m'a demandé de le faire. » Le nom de Tunde, une femme d'environ 35 ans, d'une beauté frappante avec des traits fins et calculateurs, des yeux verts perçants et des cheveux foncés parsemés d'argent, coupés au carré classique, résonna dans le salon, ouvrant une nouvelle et sombre piste dans ce mystère. Le nom de Tunde, une femme d'environ 35 ans, d'une beauté frappante avec des traits fins et calculatrices, des yeux verts perçants et des cheveux blonds parfaitement coiffés, résonna dans le salon, apportant une clarté glaçante à l'horreur des disparitions. Bayo, un homme à la mi-cinquantaine, au menton volontaire et marqué, des cheveux foncés courts et soigneusement coiffés et des yeux bleus intenses, la connaissait. Tunde? Oui. Nous étions ensemble il y a très longtemps. Je l'ai connue quand j'ai commencé à avoir de l'argent. C'est une longue histoire, dit Bayo, les souvenirs douloureux remontant à la surface. Devant l'inspecteur Amadi, Bayo raconta l'histoire de sa relation passée avec Tunde.
C'était une liaison passionnée, mais Bayo, aveuglé par l'ambition et la peur de l'engagement, avait demandé à Toundé d'avorter de leur enfant, lui offrant de l'argent et des pilules. « Bébé, ces médicaments sont bizarres. Tu es sûr qu'ils n'auront pas d'effets secondaires ?» avait demandé Toundé, des années auparavant. « Non. Le pharmacien m'a dit que parmi toute cette gamme, ce sont ceux-ci qui sont les meilleurs, » avait répondu Bayo, insistant. Les conséquences furent désastreuses. Toundé devint stérile, incapable de porter un enfant. « Mon utérus est endommagé », avait-elle pleuré à Bayo, tenant un rapport médical. Bayo, un homme à la mi-cinquantaine, au menton volontaire et marqué, des cheveux foncés courts et soigneusement coiffés et des yeux bleus intenses, avait paniqué. Mais sa culpabilité avait été de courte durée. Il avait finalement laissé Toundé pour Adouni, une forme au début de la trentaine, au visage doux et attentionné, des yeux bruns profonds souvent marqués par l'inquiétude, une silhouette élancée et de longs cheveux foncés ondulés habituellement attachés, qui ironiquement lui avaient donné 2 beaux enfants après des années d'attente. La douleur de Toundé s'était transformée en une haine dévorante. Elle avait juré de faire payer Bayo pour sa cruauté, de lui faire ressentir la même douleur, la même perte. « Cet homme ici présent m'a brisé le cœur », avait-elle déclaré à l'époque, à une amie, les yeux emplis de vengeance. L'inspecteur Hamadi, ayant toutes les cartes en main, mit en place un plan pour piéger Toundé, une femme d'environ 35 ans, d'une beauté frappante avec des traits fins et calculatrices, des yeux verts perçants et des cheveux blonds parfaitement coiffés. Il se tourna vers Sadeh, une jeune femme au début de la vingtaine, avec une expression plutôt réservée, des yeux noirs observateurs et des cheveux foncés tressés, dont la confession avait été cruciale. « Sadeh, tu vas l'appeler pour lui dire que M. Bayo est mort, et même le gardien est décédé. Fais ce que tu peux pour t'assurer de la convaincre de venir ici. Quand elle viendra, nous la rattraperons, et je te permettrai de partir. Suis-je assez clair ?» Sadeh, le visage livide mais le regard déterminé, acquiesça. La peur de la prison et l'espoir de sa propre liberté la poussaient à coopérer. Elle saisit le téléphone, son cœur battant la chamade. Bayo, un homme à la mi-cinquantaine, au menton volontaire et marqué, des cheveux foncés courts et soigneusement coiffés, et des yeux bleus intenses. Adouni, une femme au début de la trentaine, au visage doux et attentionné, des yeux bruns profonds, souvent marqués par l'inquiétude, une silhouette élancée, et de longs cheveux foncés ondulés habituellement attachés. Et Iya Adouni, une femme élégante de la fin de la cinquantaine, au maintien doux mais ferme, des rides aimables autour de ses yeux bruns expressifs et des cheveux foncés parsemés d'argent, coupés au carré classique, observait la scène, la tension palpable dans l'air. L'appel fut lancé. Sadeh, avec une voix tremblante mais convaincante, délivra le message. « Allô ma chérie, y a des nouvelles ?» La voix de Toundé résonna pleine d'anticipation. « Oui, grande sœur, le corps a été conclu et scellé. Monsieur Bayo est mort. » Ça, c'est une bonne nouvelle. Et j'ai aussi donné la nourriture au gardien. Il est également mort. Toundé exultait, jubilant de sa victoire macabre. « Alors que fais-tu encore là-bas? Tu dois partir de là, tout de suite. » Sadeh, suivant les instructions, ajouta. « La maison est à nous maintenant. Monsieur Bayo est mort. Alors, je me disais, pourquoi ne viendrais-tu pas prendre quelques affaires avant qu'on puisse partir? J'ai vu beaucoup d'argent dans la chambre des deux, dans une mallette. Viens qu'on les prenne et qu'on s'enfuit. » Un silence se fit. Puis, la voix de Toundé, un sourire audible dans ses mots, répondit. « D'accord, je me mets en route tout de suite. Mais, Sadeh, es-tu sûr qu'il est vraiment mort? » « Oui, je t'attendrai, » assura Sadeh. Un frisson la parcourut. L'inspecteur Hamadi, dissimulé avec ses hommes, écoutait chaque mot. Il fit un signe de tête à Bayo, le rassurant que le plan était en marche. L'attente fut insoutenable. Chaque minute s'étirait en 1 heure. Enfin, une voiture noire de luxe s'arrêta devant le portail. Toundé sortit, une valise à la main, un sourire de triomphe sur ses traits fins et calculatrices. Elle entra dans la maison, ses yeux verts perçants brillant de cupidité et de vengeance. Sadeh l'attendait dans le salon. « Waouh, Toundé, comment tu vas ?» dit Toundé, l'embrassant. C'est à ce moment précis que l'inspecteur Hamadi et ses hommes surgirent de leur cachette. « Toundé, vous êtes en état d'arrestation pour l'enlèvement des jumeaux de M. Bayo et également pour tentative de meurtre sur la personne de M. Bayo. » Le sourire de Toundé s'effaça, remplacé par une expression de pure fureur. « Vous m'avez piégé !» cria-t-elle, réalisant la ruse. Elle tenta de s'enfuir, mais les policiers la maîtrisèrent rapidement. La tension se relâcha enfin. Le piège s'était refermé sur la manipulatrice, révélant la sombre vérité qui avait déchiré cette famille. La confrontation fut rapide, mais l'impact dévastateur.
Tunde, une femme d'environ 35 ans, d'une beauté frappante, avec des traits fins et calculatrices, des yeux verts perçants et des cheveux blonds parfaitement coiffés, réalisant qu'elle avait été piégée, fut arrêtée. Mais le plus grand soulagement, la véritable lumière au bout de ce tunnel sombre, vint avec ces paroles. « Je n'ai tué personne. Les enfants de Bayo sont sous ma garde et ils sont en sécurité. Je ne suis pas une meurtrière. » Le cœur de Bayo, un homme à la mi-cinquantaine, au menton volontaire et marqué, des cheveux foncés courts et soigneusement coiffés, et des yeux bleus intenses, bondit d'espoir. Adouni, une femme au début de la trentaine, au visage doux et attentionné, des yeux bruns profonds souvent marqués par l'inquiétude, une silhouette élancée et de longs cheveux foncés ondulés habituellement attachés, assise dans son fauteuil roulant, sentit une vague d'émotion la submerger. Les jumeaux étaient vivants. Immédiatement, les policiers se rendirent à l'adresse indiquée par Tunde. Et là, dans une maison discrète, Kofi et Amara furent retrouvés, sains et saufs, jouant innocemment, inconscients du drame qui s'était déroulé autour d'eux. Le retour des enfants fut un moment de joie pure, un déluge d'amour et de larmes. Adouni, sur son fauteuil, tendit les bras, son visage illuminé par un sourire qu'elle croyait avoir perdu à jamais. Bayo, les larmes coulant sur son visage, prit Kofi dans ses bras, le serrant fort, murmura des prières de remerciement. Puis il posa Amara sur les genoux d'Adouni, et la famille, enfin réunie, se serra dans une étreinte déchirante de soulagement. « Oh mon Dieu! Merci mon Dieu, tu es grand! Merci Seigneur !» s'écria Adouni, les larmes de joie se mêlant à celles de douleur. Bayo, le visage trempé de larmes, s'agenouilla devant Adouni, son cœur lourd de remords. « Je suis vraiment désolé pour tout ce que je t'ai fait subir. Pardonne-moi. » Il la suppliait, ses yeux bleus intenses emplis de regrets. Adouni, malgré sa douleur et sa colère passée, ne put résister à l'amour qu'elle portait à ses enfants retrouvés et à l'homme qu'elle aimait. Elle hocha la tête, un sourire fragile sur ses lèvres. Iya Adouni, une femme élégante de la fin de la cinquantaine, au maintien doux mais ferme, des rides aimables autour de ses yeux bruns expressifs et des cheveux foncés parsemés d'argent, coupés au carré classique, observait la scène, les larmes aux yeux, son cœur se remplissant de gratitude. La famille était enfin réconciliée, les horribles épreuves derrière eux. Bayo, voulant réparer ses fautes, annonça à Adouni et Iya Adouni « Maman, toi et Adouni, vous voyagerez à l'étranger pour qu'on puisse bien traiter l'œil d'Adouni et pour qu'elle retrouve toute sa mobilité. Et tout ce que vous voudrez, je le ferai pour vous. » Il s'excusa sincèrement auprès de sa belle-mère pour son comportement. Iya Adouni, touché par le repentir de Bayo, accepta, une paix retrouvée s'installant dans son cœur. La maison retrouva son atmosphère de chaleur et d'amour. Kofi et Amara jouaient à nouveau dans le jardin, leur rire emplissant l'air. La famille, ayant traversé l'enfer, avait trouvé la rédemption et la paix. Le chemin d'Adouni vers la guérison serait long, mais elle n'était plus seule. Entourée de l'amour de Bayo, de sa mère et de ses enfants, elle savait qu'elle trouverait la force de surmonter cette épreuve. La justice avait été rendue, la vengeance était déjouée, et l'amour, après tout, avait triomphé.